Diane est traductrice de formation, diplômée par l'Institut de sophrologie caïcédienne, diplômée en médecine traditionnelle chinoise avec spécialisation en acupuncture, titulaire d'un cursus complet dans la relation d'aide dont l'un est dispensé par Jacques Salomé et d'une formation en radiesthésie. Elle s'intéresse à l'astrologie depuis son adolescence. Diane s'est d'abord penchée sur l'astrologie moderne. Elle a pris des cours, elle a beaucoup lu, beaucoup travaillé, et l'on peut dire que sa formation de base tient à la fois d'un enseignement par des astrologues confirmés et d'une culture en autodidacte. C'est vers 2001 qu'elle s'intéresse à l'astrologie ancienne. Son métier de traductrice a une faiblesse, lui permettant d'avoir accès aux livres anciens, déjà traduits d'ailleurs pour la plupart en anglais. Apprenant aujourd'hui l'italien, elle travaille d'arrache-pied et approfondit le sujet au point d'en faire une spécialité. Le monde astrologique reconnaît la valeur de son travail. Au fil du temps, Diane est devenue une référence. Elle n'exerce pas la profession d'astrologue, même si elle fait quelques consultations. Elle anime des ateliers astrologiques, écrit pour diverses revues astrologiques, continue ses recherches et son plaisir personnel serait d'animer des séminaires thématiques. De 2005 à 2010, elle a été membre actif du comité d'administration du RAO, avec pour fonction d'organiser les colloques annuels de l'association. Aujourd'hui, notre spécialiste de l'astrologie ancienne va présenter son travail sur les étoiles fixes, sujet mal connu et souvent mal exploité. Alors, est-ce que vous êtes bien installés? Parce que là, attention, on n'est pas pour l'espace. Je te passe la parole. Merci. Merci Chantal, bonjour à tous. Et en introduction, je voudrais surtout remercier vivement Josette de m'avoir invitée, parce que c'est vrai que je n'ai pas eu souvent l'occasion d'intervenir sur ce sujet qui m'est cher, à savoir celui des étoiles fixes. Et j'espère vous communiquer un petit peu de ma passion, de mon intérêt pour ce sujet qui est malheureusement très souvent peu commenté ou mal commenté, à mon avis. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc là, pour tout vous dire, il y a un texte donc, qui est publié dans les actes et je vous invite vivement à consulter ce texte parce qu'il y aura beaucoup plus de détails que ce que je ne peux dire là en l'espace de 3/4 d'heure, bien entendu. Donc ce que je vous propose, c'est de vous diffuser quelques diapositives qui vont résumer un peu l'essentiel de mon approche et de l'approche que je propose dans les actes. Et après, dès que nous aurons le temps, je passerai à l'illustration sur quelques thèmes de nativité qui font d'ailleurs l'actualité en ce moment, pour ne pas les citer, il y en a quelques-uns. Un notamment, on va dire. Donc, tout commence au 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, avec différents catalogues qui sont établis par des astronomes notamment. Mais c'est vrai qu'astronome, voilà, c'est un mot bien vaste. Un astronome à l'époque était un savant, était un érudit, était un philosophe, était un observateur du ciel. Et bien entendu, son regard se portait et cherchait à mesurer et à référencer les objets célestes qu'il observait dans le ciel. Parmi ces objets, bien entendu, les planètes, les astres errants et les étoiles fixes et les constellations, bien sûr, desquelles elles relèvent. Mais pour savoir desquelles constellations ces étoiles relevaient, il fallait justement que l'imagination de l'homme réunisse un groupe d'étoiles, plusieurs groupes d'étoiles, réunion arbitraire en fait, parce que ces étoiles ne sont pas jointes les unes contre les autres, elles sont parfois très très distantes les unes des autres, mais telles que l'on peut les voir depuis la Terre, elles apparaissent réunies en constellations. On peut passer à la... Voilà. Alors donc là c'est un petit schéma que vous retrouverez également dans les actes avec la sphère des Grecs. Sphère, ça veut dire quoi? Tout simplement le ciel, tel qu'il pouvait être observé par les Grecs et tel qu'il pouvait être traduit dans la culture et la philosophie des Grecs. Donc voilà quelques personnages qui ont marqué
l'histoire de ces catalogues de l'Antiquité. 4e siècle, 3e siècle avant Jésus-Christ, ça commence avec Timocharis d'Alexandrie, Aristyle, et ensuite, surtout, Eudoxe de Cnide et Aratus de Solète. Ça, ce sont des personnages fondamentaux dans notre approche occidentale, en fait, des constellations. Hipparque, bien entendu. Alors Hipparque, quelques siècles plus tard, il reprend les catalogues des anciens, et puis il se rend compte que les positions des étoiles ne sont plus les mêmes que celles qu'il y avait dans les anciens catalogues. Il se dit, tiens, qu'est-ce donc? En fait, qu'est-ce donc? Il le savait très bien, même les anciens le savaient, sauf qu'ils n'avaient pas théorisé ce qu'on appelle maintenant la précession des équinoxes, qui fait que, bon, par le mouvement de rotation d'axe, d'inclinaison de la Terre sur l'écliptique, voilà, les étoiles n'avancent pas. Elles ont en fait un vrai mouvement, les étoiles, mais qui est infime, qui est imperceptible et qui ne peut être intéressant que compter sur des millénaires. Par contre, ce mouvement de précession des équinoxes fait que les étoiles semblent avancer le long de l'écliptique d'1 degré pour 72 ans. Et à l'époque, ils estimaient ça à 1 degré pour un siècle. Donc voilà, et après, 1er siècle de notre ère, Manilius, donc un auteur que tous les passionnés d'astrologie ancienne connaissent bien, qui lui s'est contenté de reprendre en fait les descriptions faites par Eudoxe et surtout par Aratus, qui était déjà en son temps un poète. C'est un précurseur, Aratus, et c'est lui qui a grandement inspiré Manilius. Bien sûr, après, Claude Ptolémée. Et la sphère barbare de l'autre côté. Alors la sphère barbare, ça peut paraître un petit peu étonnant comme nom, tout simplement, barbare étaient les peuplades, les peuples, les civilisations qui étaient étrangères aux Grecs, que les Grecs connaissaient peu prou, et surtout qui ne parlaient pas le grec et qui avaient un système culturel de référence totalement différent de celui des Grecs. Alors eux aussi, ils avaient leur propre repérage de constellations. Parfois, c'était les mêmes constellations que nous apprécions, nous, depuis notre ciel avec notre culture, parfois pas. Voilà, donc l'un des grands personnages de la sphère barbare, dont j'aurai l'occasion de vous reparler dans quelques minutes, c'est Teucros de Babylone. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc là, juste un petit schéma pour vous dire un petit peu ce qu'on a pu faire à travers les siècles avec l'usage des étoiles fixes et des constellations. Donc les demeures lunaires, je pense que tout le monde en a entendu parler. Ça, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas possible, je n'aurai pas le temps. Les Paranatelonta, c'est-à-dire ce sont des étoiles ou des astérismes ou des constellations qui se lèvent à l'horizon d'un ciel donné avec des degrés d'écliptique. Ces Paranatelonta, j'ai toujours du mal à le prononcer, sont très très importants parce que c'est eux qui vont être à l'origine, enfin cette observation va être à l'origine des degrés qui se lèvent à l'horizon d'un ciel donné et donc par extension des degrés symboliques. Ces images des degrés du zodiaque. Voilà. Et puis alors évidemment, on a tous les calendriers qui se sont basés sur les positions des étoiles fixes. Bon, l'interprétation dans un thème natal, l'interprétation mondiale, la météorologie notamment, le climat. C'était vraiment une étude qui était très très importante, l'étude des étoiles fixes sur le climat. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc ça, je viens de vous en parler à l'instant. La sphère barbare, c'est l'ensemble des observations, spéculations, relevées qui ont été faites parallèlement à celles qu'ont pu faire les Grecs et qui sont d'origine orientale, Mésopotamie, Égypte et Perse. Les degrés symboliques, donc là je voulais vous en parler, je ne sais pas si il y a des personnes qui s'y intéressent, moi je trouve que c'est très intéressant de faire le lien avec les étoiles. Alors on peut passer directement et encore à l'autre. Voilà, je voulais vous montrer une image de degré symbolique. Le deuxième degré du bélier dans la liste de Engel et de Christian qui a écrit L'homme rouge des Tuileries. Voilà, donc il établit tout un tas de degrés symboliques pour les degrés. Le deuxième degré du bélier correspond à un homme à tête de chien. Alors pourquoi un homme à tête de chien? Ça peut quand même sembler étonnant, parce qu'aller voir ça dans le deuxième degré du bélier, c'est pas évident. Eh bien tout simplement, ça représente une constellation à tout petit astérisme, qui était intitulée le cynocéphale, donc un homme à tête de chien, et qui était l'une des 20 constellations des Égyptiens de l'Antiquité. Oui, le babouin aussi.
Il est également appelé le singe par les Égyptiens, cynocéphale ou babouin, effectivement, ou singe. Et alors c'est une constellation qui est décrite donc par Teucros, dont je vous parlais précédemment, Abou Machar, à l'époque de l'astrologie dite arabe, et Ezra, dans les décans qui se lèvent. Voilà, on peut passer à quelques petites distinctions très rapides pour la suite de l'exposé. Constellation, un groupe d'étoiles arbitrairement réunies en une figure qui évoque, qui illustre un récit mythique. Récit qui va être différent, bien entendu, en fonction des cultures, des civilisations et des approches, je dirais presque philosophiques, des personnes qui ont écrit sur ce sujet. Astérisme, je vais souvent vous parler d'astérisme, c'est une petite constellation, moins étendue qu'une constellation plus grande. Amas nébuleuse, alors là, ce sont des étoiles qui sont regroupées de façon très serrée, très jointe, ce qui fait qu'on aperçoit assez mal la lumière de chacune d'entre elles, et la lumière apparaît comme fragmentée. En plus, il y a une notion de multitude, et ça c'est particulièrement intéressant dans l'interprétation. Voilà donc une illustration d'une étoile, l'étoile Altaïr, qui est l'étoile de l'aigle, qui appartient à la constellation du même nom d'ailleurs. Constellation et amas. Là, vous avez sur votre gauche l'amas M44, qui a été identifié, qui a été référencé M44 du nom de M. Messier, Charles Messier, qui représente en fait Présapé, la crèche ou la ruche. Un astérisme, voilà, donc une petite constellation. Par exemple, on a la chevelure de Bérénice, qui est une petite constellation dont je vais vous parler. En fait, c'est un astérisme qui s'inclut entre le lion et la Vierge. Les auteurs anciens la plaçaient souvent dans le lion, maintenant on a plus tendance à la placer dans la Vierge. Voilà, alors la signature des étoiles fixes et l'interprétation. Donc je vous ai déjà parlé du mouvement propre des étoiles fixes, mouvement qui est imperceptible en un siècle, en 2 siècles, il faut déjà avoir un millénaire au moins pour qu'on puisse apprécier ce mouvement. Le scintillement, ça c'est une chose que les étoiles ont en propre, qu'elles ne partagent pas avec les planètes n'ont pas de scintillement. Donc on peut dire que quelque part, si les planètes se manifestent par un mouvement, et par des caprices quelque part entre le jeu des rétrogradations, entre le jeu de leur lumière, de leur phase au soleil, les étoiles pour elles ça va être un petit peu différent. Ce qui attire le regard, c'est leur scintillement, leur brillance, leur éclat et leur magnitude, bien entendu. Il y a des étoiles plus lumineuses que d'autres, non pas qu'elles soient forcément plus lumineuses, simplement elles sont peut-être plus rapprochées de la Terre et on les voit avec plus de facilité. Toujours au niveau de l'éclat et de la magnitude, il y a une chose qui est particulièrement intéressant et notable au niveau de l'étude des étoiles, c'est les variations de l'éclat. Parce que toute variation d'éclat, de luminosité d'une étoile signifie turbulence, quelle qu'elle soit. Alors ce n'est pas forcément une turbulence malheureuse, mais il y a turbulence, c'est-à-dire que ça bouge, il y a un événement, souvent, concrètement, ou alors il y a turbulence dans l'âme, dans la psyché, dans la personnalité. La couleur aussi, bon là c'est pareil, je vous invite à lire les actes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'on peut passer à la diapo suivante. Couleur et nature planétaire. Les anciens se sont beaucoup fondés sur la couleur des étoiles pour apprécier leur nature planétaire. De la même façon que Mars apparaît rouge et donc est associé à la chaleur, eh bien, Antares, par exemple, une étoile comme Antares, est rouge également, elle apparaît rouge à l'œil. Et elle aura quelque part les mêmes effets que la planète Mars. On peut presque dire qu'une conjonction Lune-Mars, par exemple dont parlait Gilles Verrier tout à l'heure, peut être quelque part assimilée à une conjonction Lune-Antares, parce qu'Antares relève par sa couleur de la nature de Mars. Voilà, donc pour l'interprétation, eh bien, quels sont les critères à prendre en compte, en examen? D'abord la luminosité de l'étoile, est-ce que cette luminosité est forte? Est-ce qu'elle est faible? Parce qu'elle est faible, ça ne veut pas dire qu'elle agira moins, ça veut simplement dire qu'elle agira sur des parties plus cachées de la vie.
Ça peut être tout simplement sur la santé, parce que c'est caché quand même, la santé, c'est pas quelque chose qui s'affiche, une maladie, ça ne s'affiche pas, enfin, ça finit par s'afficher d'une certaine façon, mais ça appartient quand même en propre à la personne et elle le vit dans son intimité. Et bien entendu, ça aura une action sur la psyché, sur l'âme, comme disent les anciens. Deuxième facteur interprétatif, la nature planétaire de l'étoile. Alors souvent, enfin à toutes les étoiles d'ailleurs, sont attribuées deux planètes. Deux planètes sur lesquelles l'une pourra avoir prédominance par rapport à l'autre. Par exemple, on peut avoir une étoile qui a l'influence de Jupiter et de Saturne, et ces deux influences vont harmonieusement se conjuguer. Dans ces cas-là, tout va bien. Oui, donc là je vous parlais du mélange. Prédominance, c'est par exemple, il y aurait Saturne qui dominerait sur Jupiter. Donc les premiers effets que l'on pourrait constater, ce seraient des effets saturniens, et ensuite nous constaterions des effets jupitériens. Quand il y a mélange, il faut regarder si le mélange des deux planètes est harmonieux. Par exemple, on a des étoiles qui témoignent de la nature de Saturne et de Vénus. Or, les anciens, eh bien, ils ne voyaient pas ça d'un très très bon œil. La nature Saturne-Vénus, mélangée, pour eux, ça pouvait éventuellement, dans certains cas, représenter une certaine perversion dans le domaine affectif ou dans le domaine sexuel, tout simplement. Alternance, il y a également des étoiles, on va le voir tout à l'heure, qui ont la faculté d'alterner au niveau de leur nature planétaire. Troisième chose à observer, le scénario, le mythe de la constellation à laquelle appartient l'étoile. Parce que chaque mythe, eh bien, c'est une histoire dans laquelle l'étoile prend un rôle actif, une histoire dans laquelle l'étoile est actrice en fait du scénario auquel elle participe. Ce qui peut être intéressant aussi de regarder, c'est la constellation qui jouxte une étoile, même si elle n'appartient pas à cette étoile. Et puis son nom, le nom de l'étoile. Mais alors là, j'invite à beaucoup de prudence, parce qu'il y a différents noms, tout simplement. Différents noms qui, au fil des siècles, au fil des cultures, au fil des approches, ont été donnés aux étoiles. Donc parfois, le nom n'est pas pertinent et ne renseigne pas forcément sur les effets de l'étoile. Alors voilà, on va passer un exemple d'interprétation d'étoile, Algol, qui est, comme certains d'entre vous le savent certainement, la brillante sur la tête de la Méduse. Alors pour reprendre un petit peu le petit schéma précédent d'interprétation que je vous ai proposé, on va regarder sa nature planétaire. Donc Jupiter et Saturne qui a priori signent quand même une élévation sociale qui se fait avec le temps, qui peut être parfois dure, mais qui, quand elle est aboutie, est durable. Sa forte luminosité et surtout sa variation de lumière. Alors là, Josette, je veux bien que tu montres. Vous voyez, là, il y a un petit schéma. Pourquoi est-ce qu'elle a une variation de lumière, cette étoile? Tout simplement parce qu'elle est accompagnée d'un astre sombre qui tourne autour d'elle. Et donc, qui tous les 2 jours et demi vient l'obscurcir. C'est-à-dire que l'éclat d'Algol, qui est quand même une étoile de très très forte luminosité, elle fait partie des étoiles lucides, c'est-à-dire lumineuses. Et bien tous les 2 jours et demi, sa magnitude chute. Elle perd à peu près, elle passe de, enfin je ne sais plus exactement, mais elle chute considérablement en 1 jour et demi. Et ça, les anciens, eh bien, ils voyaient ça d'un très mauvais œil, ça les inquiétait. Et ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup, cet obscurcissement de la lumière? Et ça, la lumière en astrologie ancienne, c'est une notion absolument fondamentale. Quand il y a de la lumière, il y a de l'esprit, il y a la divinité, il y a une présence éclairante. Quand il n'y a plus de lumière, tout d'un coup, c'est les obscurités, ce sont les ténèbres, et là, c'est alarmant. Voilà donc effectivement le petit schéma qui vous montre la variation de l'étoile Algol qui chute régulièrement, et l'astre sombre qui tourne autour de lui et qui l'éclipse périodiquement. Donc c'est une étoile que l'on dit binaire à éclipse, qui présente une forte variation de luminosité, qui d'ailleurs est quelque part un petit peu signifiée justement par les natures planétaires qui lui sont attribuées, à savoir Jupiter, l'éclat, parce qu'à toutes les planètes scintillantes, on attribue souvent la planète Jupiter, et Saturne de l'autre côté, son obscurcissement. Donc là, on a un effet d'alternance avec Algol. Donc voilà, première partie de l'interprétation, je vais passer à la deuxième. Voilà, comme je vous l'ai expliqué, après regardez un petit peu dans quel scénario, dans quel mythe l'étoile s'inscrit. Donc là, évidemment, la tête de la Méduse qui fut tranchée et brandie par Persée,
Bien entendu, ça nous parle d'un drame, ça nous parle de violence, ça nous parle de décapitation, et c'est pour ça tout basiquement que quand on parle d'alcool, très souvent on parle de décapitation. Alors maintenant, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, hein, bien entendu. Mais il faut retenir quand même cette notion de mutilation. Quelque part, il y a quelque chose de mutilé. Si ce n'est pas le corps, c'est le cœur, c'est la tête, c'est l'esprit, c'est l'honneur. Et ça, on va le voir justement avec l'un des thèmes que je vais présenter par la suite. Une étoile qui jouxte une autre constellation. On a l'exemple de l'étoile Altaïr, alors qui a une assez bonne réputation. En fait, elle signe l'élévation, elle signe une certaine réussite, mais on lui associe aussi le risque. Alors, ça, ce sont les anciens, il faut actualiser aussi les significations qu'on peut lui attribuer, mais on lui attribue le risque de morsure. Pourquoi ? Parce que l'une des étoiles de la constellation d'Altaïr jouxte la constellation du serpent. Et il se trouve que l'une des extrémités du serpent, je ne sais pas, tu l'as peut-être en bas, non, on ne le voit pas distinctement. L'une des extrémités du serpent, en fait, vient blesser Deneb Aquila, qui est la queue du serpent. Or, la queue du serpent, c'est également le gouvernail. C'est ce qui lui permet de s'élever, déjà, et quand il est en l'air, c'est ce qui lui permet de s'orienter. D'où l'une des raisons très importantes pour lesquelles on attribue aussi à Altaïr la possibilité d'accident d'avion. Pourquoi donc ? Pourquoi ? Eh bien tout simplement cette proximité avec une autre constellation qui peut la blesser et l'empêcher, comme c'est un oiseau, Altaïr c'est un aigle majestueux, qui peut l'empêcher tout d'un coup de continuer son vol et de chuter, de s'écraser. Voilà, alors maintenant je voudrais vous parler d'un texte, à mon avis, fondamental, essentiel, crucial, enfin bref, quelque chose. J'ai fait cette découverte il y a 3-4 ans à peu près. C'est un auteur anonyme, on ne sait pas qui c'est, il est anonyme, il a écrit un texte en 379 de notre ère, et un texte d'une richesse et d'une finesse extraordinaire, qui apporte beaucoup à tous ceux qui s'intéressent aux étoiles fixes. Malheureusement, ce texte n'a pas été traduit en français. Donc je vous donne les liens sur les actes, là où vous pouvez le trouver traduit en anglais ou en italien. L'anonyme a proposé, bon, il a repris la nature planétaire de Ptolémée, bien entendu, il a repris les mythologies qui étaient attribuées aux différentes étoiles, mais il a innové en ce sens qu'il a distingué également les étoiles en 4 groupes. Le premier groupe étant celui des 27 étoiles lucides, c'est-à-dire les étoiles les plus brillantes. Ensuite, il a étudié les étoiles nocives à la santé. Alors, ce sont souvent des étoiles que l'on trouve comme affligeant les yeux. Mais bien entendu, ça ne va pas rester que dans le domaine des yeux. On peut pousser l'interprétation. Ce sont souvent des étoiles qui indiquent des troubles cachés, des pathologies cachées. Ensuite, on a un autre groupe d'étoiles absolument passionnant. Ce sont les étoiles qui provoquent les passions. Alors, de quelle passion s'agit-il? D'abord, l'étymologie de passion, c'est quand même souffrance. Ça, c'est important à rappeler. Donc, voilà, les souffrances, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces étoiles vont incliner l'homme, ou la femme, hein, c'est pas sexué, à d'éventuels débordements sexuels. Un besoin de rapprochement, un besoin de communication avec autrui qui se manifeste essentiellement dans le domaine sexuel. Alors là, on va développer ça. Il y a de quoi faire. Et les étoiles salvatrices. Alors là, c'est très intéressant aussi. C'est une approche de l'anonyme qui est particulièrement intéressante, à savoir que, on va le commenter un petit peu plus tard, c'est des étoiles qui peuvent apporter une aide. Une aide dans un thème, en cas de grande difficulté, sont des étoiles qui sont dites pouvoir sauver. Alors sauver, bien entendu, c'est à relativiser, mais elles apportent une aide en tout cas. Voilà, bon, très brièvement, les 27 étoiles lucides, le premier groupe d'étoiles dont je vous ai parlé de l'anonyme, une forte luminosité, elle s'impose à la vue, elle signe des événements, des caractéristiques, voilà, tant factuelles que psychologiques. Tant factuelles que psychologiques, et elles ont une grande importance sur la destinée, surtout lorsqu'elles sont jointes à des facteurs qui signent la destinée. Les étoiles nocives, ce sont des petites étoiles
étoiles toutes petites à la vue, ce sont surtout des astérismes ou des amas, l'amas des Pléiades, la crèche, hein, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Elles sont dites nocives à la vue, mais elles peuvent se prêter à l'interprétation d'autres pathologies. Et également, moi, je les utilise beaucoup en mondial, en astrologie mondiale. Voilà les étoiles qui illustrent les patients. Alors, ce sont des étoiles, soit ce sont des tout petits groupes d'étoiles, il y a 3-4 étoiles assez isolées mais rapprochées, que l'on a du mal à apercevoir à l'œil nu, parce qu'elles n'ont pas forcément une forte magnitude. Soit ce sont des petits amas. Et qu'est-ce qui se passe dans tous les cas? C'est que la lumière n'est pas franche, elle n'est pas nette, elle est fragmentée. Encore une fois, ça c'était perçu comme quelque chose de... Ça signait un trouble pour les anciens. Et puis il y a beaucoup d'étoiles, hein, souvent quand ce sont des amas, donc elles signent une multiplication, et donc elles sont dites troubler l'âme et accroître les désirs. Lorsqu'elles sont jointes, surtout lorsqu'elles sont jointes à la Lune ou à Mercure, qui, vous le savez, sont des significateurs de l'âme. Ce qu'on appelle l'âme, c'est la psyché. Hein. L'âme rationnelle et l'âme irrationnelle. L'âme rationnelle, c'est Mercure. L'âme irrationnelle, c'est la Lune. Et bien entendu, lorsqu'elles sont jointes à Vénus, parce que Vénus, c'est quand même la planète des rapprochements et des désirs. Alors, elles sont dites également illustrer les passions, les débordements d'origine affective et sexuelle. Pourquoi ? Parce qu'elles sont situées également, pour la plupart, sur ce qu'on appelle les parties impudiques d'une constellation. Quelles sont ces constellations qui présentent des parties impudiques? Eh bien, tout simplement, ce sont les constellations qui illustrent des quadrupèdes. Le lion, le taureau, le capricorne, bien entendu, voilà, vous les avez ici, le bélier. Et les parties impudiques, eh bien, c'est le museau, la bouche, et, non, si tu peux revenir en arrière, merci. Le museau, la bouche et la partie postérieure des constellations. Ça, ce sont des parties dites impudiques et qui vont justement signer très souvent les problèmes d'origine sexuelle. C'est pas forcément de la perversion, hein, j'entends bien. C'est simplement un besoin de rapprochement avec l'autre, un besoin d'échange corporel qui n'est pas forcément à entendre comme une perversion. Après, il faut d'autres facteurs astrologiques pour que l'on puisse parler de perversion, bien entendu. Oui, on peut passer à la... Voilà. Alors par exemple, les Iyades. Les Iyades, c'est un amas qui évoque ce genre de trouble passionnel. Voilà, par exemple, nature planétaire, on lui a donné Mars et Vénus. Et l'amas des Iyades est proche du museau, elle est sur le museau du taureau. À noter aussi que l'amas des Iyades, comme l'amas des Pléiades, d'ailleurs, ce sont des amas qui souvent annoncent la pluie. Oui. En fait, qui dit annonce la pluie dit humidité. Et qui dit étoile de passion sexuelle signe forcément une nature humide qui va relever très souvent de Lune, de Vénus. Il y aura la Lune de toute façon, il y aura Vénus. Pourquoi cette connotation humide? Parce que l'humidité, c'est ce qui favorise tout simplement le rapprochement, mais également la fécondité. Voilà, donc maintenant les étoiles salvatrices, ça c'est le dernier groupe recensé par l'anonyme de 379. Donc les étoiles salvatrices participent d'une constellation qui illustre un dieu guérisseur. Par exemple, Rassalag. Alors Rassalag, elle n'a pas une très bonne réputation. C'est pas une étoile qui, en astrologie, est vue d'un bon œil. Par contre, elle a comme particularité de se trouver sur la tête d'Ophiuchus. Ophiuchus, c'est... Alors là, voilà la tête de ce monsieur. Ophiuchus, en fait, c'est Asclépios, le dieu guérisseur des Grecs, qui tient le serpent de ses deux mains. Alors le serpent, bien entendu, qui est associé aux empoisonnements, mais aussi à la magie, mais aussi à la sexualité, mais aussi à beaucoup d'interprétations très fortes, archétypales. Voilà, donc pour cette raison, Rassalag est une étoile que l'on dit salvatrice. Voilà, maintenant comment repérer les étoiles fixes? Alors, il est vrai que dans la plupart des manuels, on apprend à repérer les... Moi, c'est comme ça que j'ai commencé
commencer, tout simplement, je peux en témoigner, à repérer les étoiles fixes d'après leur position en longitude. Et ça, ben, ça pose un problème. Ça pose un gros problème parce que autant on peut se permettre d'apprécier des conjonctions par corps sur des planètes qui ne vont pas dépasser les limites du zodiaque, c'est-à-dire qui n'ont pas une latitude trop élevée, autant dès qu'il s'agit des étoiles, c'est beaucoup moins possible, parce que les étoiles ont très souvent une très forte latitude. Très très forte. Premier point. Le deuxième point étant que c'est très bien, les étoiles, on les observe comme les planètes d'ailleurs, toujours depuis un lieu donné, un lieu précis. Et en certains lieux, c'est-à-dire à certaines latitudes terrestres, eh bien l'étoile, tout simplement, on ne la voit pas. Elle ne se lève pas, elle n'est pas là, ou alors elle y est tout le temps. Et elle y est tout le temps tant et si bien qu'on ne peut pas la mettre dans un thème. On ne sait pas en quelle maison elle se trouve. Pour en revenir donc à ce repérage des étoiles fixes, bien entendu, toutes les étoiles qui sont conjointes à la cuspide d'un angle, c'est-à-dire ce sont des étoiles qui font véritablement leur levée à l'horizon d'un lieu donné, c'est-à-dire que si les conditions le permettent, bien sûr s'il fait nuit, si l'on regarde du côté de l'horizon plus ou moins est en fonction de la saison, on verra telle étoile faire son apparition. On la verra. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a le degré de longitude qui est celui de l'ascendant. Ça c'est très important à préciser. Voilà, donc toutes les étoiles conjointes à un angle. Ensuite, on va observer également les rapports que l'étoile entretient par rapport au Soleil. Donc ça, ce sont les levées et couchers iliaques. Je ne vais pas développer ça pour le moment. En tout cas, pas dans le cadre de cette intervention. Culmination, bien entendu, quand elle est au MC. Anticulmination, quand elle est au fond du ciel. Étoile conjointe à un luminaire, évidemment, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Quand elle est conjointe à un luminaire ou quand elle est conjointe à une planète, que se passe-t-il? Il y a une occultation de lumière. Il n'y a plus de lumière tout d'un coup. Et comme on l'a vu, toute variation de lumière implique une turbulence. Et toute turbulence signifie soit un événement, soit un état que la personne peut vivre. Et puis les étoiles conjointes à départ. Alors là, on est dans une approche un petit peu plus symbolique, les parts astrologiques, dites par des Arabes qui ne sont d'ailleurs pas du tout dus aux Arabes. Voilà donc là un petit descriptif de la sphère céleste dont je vous parlais tout à l'heure, avec les deux cercles de référence que sont l'écliptique et l'équateur. Là encore, effectivement, ce sont des positions, quand vous avez une planète conjointe à une étoile, ce sont des positions qui sont tout à fait universelles et qui ne sont pas individualisantes. Ce qui se passe aussi, c'est qu'une étoile... Est-ce que vous m'entendez bien? Une étoile qui a, comme on le sait, un mouvement fictif, puisqu'elle est tout simplement portée par ce mouvement de précession des équinoxes, une étoile va rester très longtemps sur le même degré. Très longtemps, 72 ans sur le même degré. Alors quand on prend une étoile lente, comme Saturne, par exemple, une planète lente, qui est une étoile ici en fait, comme Saturne, qu'est-ce qui se passe? Elles vont rester très 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 longtemps jointes. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer comme déduction interprétative? Pas grand-chose. Éventuellement au mondial, c'est tout. Mais en individuel, on ne peut pas faire quelque chose avec ça. Deuxième cercle de référence, le cercle de référence, la sphère céleste locale, c'est-à-dire celle que nous utilisons tous en fait quand nous faisons une demification. Ce que l'on pourrait apprécier en un horizon donné et pour un instant T. Voilà donc là un petit schéma de l'écliptique. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, là, ici, au centre, c'est le chemin que parcourt le Soleil. Donc c'est le chemin tracé par le Soleil, c'est l'écliptique. Mais ici, on a toute cette latitude, d'ailleurs c'est le cas de le dire, voilà, de part et d'autre de l'écliptique, que les étoiles dépassent bien souvent. Donc les étoiles, elles sont pas tout le temps dans le zodiaque, et donc il faut les calculer, les repérer autrement. Voilà, là juste un petit schéma pour illustrer les différentes latitudes du lieu. Une étoile qu'on verra se lever, par exemple, ici à Bordeaux, on ne la verra peut-être pas se lever du tout à Bruxelles. Voilà, juste un petit schéma également pour illustrer la sphère locale. Donc vous voyez, c'est un point donné sur la Terre, n'importe quel point. Ici, mettons que nous soyons à Bordeaux. Nous sommes à Bordeaux d'ailleurs. Donc ici, c'est l'horizon
c'est le ciel, c'est l'espace céleste local que l'on va pouvoir voir à Bordeaux, et c'est dans cet espace-là qu'il faudra, et grâce aux calculs qui nous permettent d'établir cet espace, qu'il faudra apprécier la position des étoiles, à mon avis. Alors, ces positions, comment sont-elles calculées? Eh bien, soit par le biais de la distance horaire temporelle d'un astre à son méridien le plus proche, soit en domitude, c'est-à-dire en degré d'ascension droite des astres, qui sont ensuite projetés à partir de l'ascendant. Voilà. Bon, petite équivalence très rapidement, mais là vous voyez très certainement mal, vous l'avez également dans le texte pour les actes, entre ce... Oui. Entre les positions en degré de domitude et les positions exprimées en distance horaire. Et on va passer maintenant à un thème, à l'étude de thème natal. Voilà, on va commencer avec Dominique Strauss-Kahn. Pourquoi j'ai choisi Dominique Strauss-Kahn? Parce que c'est juste un cas d'école au niveau des étoiles. C'est mieux, on ne peut pas faire. On ne peut vraiment pas mieux faire au niveau de ce qui se passe. Non, on n'a pas fini d'en parler. C'est absolument impressionnant. C'est moi, quand j'ai dressé le thème avec les étoiles fixes, je n'en retenais pas. D'ailleurs, je l'avais dressé peu de temps en début d'année parce que j'avais envie de voir un petit peu ce qui se passait pour lui, puisqu'il était quand même présumé candidat, voire victorieux au présidentiel. Mais je ne savais pas s'il se présentait en fait. C'était pas encore sûr qu'il fasse les primaires. Donc voilà, j'avais vu Algol au milieu du ciel dans le natal. Je me suis dit, oh là là, ça c'est quand même pas génial. Pas au milieu du ciel, pardon. Conjoint au soleil et en 10. Là, je me suis dit, c'est quand même étonnant, parce que, bon, a priori, c'est un monsieur qui suit une progression tout à fait remarquable. Algol là-dedans, moi, je m'étais dit carrément, peut-être, c'est un homme qui veut subir un assassinat. Parce qu'Algol, c'est la décapitation. Rappelons-nous, c'est la mutilation. Alors, c'est pas sa tête qui a été mutilée. Il n'a pas été décapité, monsieur Strauss-Kahn. C'est son honneur qui a été mutilé. À juste titre. C'est pire, c'est presque pire. Alors là, dans l'étude que je vous propose, moi je ne dis pas, je ne me prononce pas du tout sur sa culpabilité, entre guillemets, sur sa non-culpabilité. La question n'est pas là. La question qui vient de subir une chute de prestige absolument vertigineuse, c'est ce qui est intéressant à étudier. Alors, Algol, dont on a déjà parlé, variation de lumière, variation d'éclat. Ça peut porter au sommet, mais ça peut faire chuter aussi bas que ça a porté aussi haut. Première étoile intéressante. Deuxième étoile intéressante, la chevelure de Bérénice. Ah, vous m'entendiez quand même? C'est extraordinaire. La chevelure de Bérénice, on en a parlé tout à l'heure au niveau des regroupements de l'anonyme, des groupes de l'anonyme, des étoiles de passion et de débordement sexuel. Eh bien, la chevelure de Bérénice, attends, je prends le petit machin, voilà. Non, je vais le faire, ça me fait bouger, ça me fait bouger. La chevelure de Bérénice, elle est exactement conjointe au fond du ciel. Alors ça, c'est impressionnant. Lune Vénus, Lune Vénus, la chevelure de Bérénice, et c'est une étoile, eh bien, de débordement et de passion. Qui est conjointe à quoi? Qui est conjointe à une autre étoile qui est Algorab. Ça aussi, c'est complètement remarquable, parce qu'Algorab, c'est une étoile. C'est le Corbeau, c'est l'aile du Corbeau. Elle appartient à la constellation du Corbeau. Brièvement, pour résumer un petit peu la mythologie qui illustre cette constellation, Apollon avait des messagers, dont un oiseau, qui est devenu par la suite un corbeau, et il demande au corbeau d'aller lui chercher de l'eau dans une coupe. Et puis le corbeau s'égare en chemin, il voit un champ de figues, il a envie de les déguster, il attend qu'elles soient un peu mûres pour mieux les déguster, puis il revient avec beaucoup de retard et du coup il ne rapporte même pas l'eau. Ça n'a pas du tout plu à Apollon. Et qu'est-ce qu'il fait le corbeau? Il ment. Il prétexte d'avoir été retardé par un serpent. D'autres versions donnent d'autres raisons de retard. Et Apollon, pas du tout content, le punit. Donc quelle notion on a avec cette étoile? On a d'abord la notion de mensonge, de punition, et également de calomnie.
Et d'ailleurs, Viviane Robson, qui a écrit sur les étoiles fixes, relie cette étoile à la boue. Donc on a quand même là, ici, au fond du ciel, quelque chose qui parle de débordement sexuel, quelque chose qui parle de mensonge, quelque chose qui parle de punition et quelque chose qui parle de boue. C'est quand même extrêmement important. Mais c'est pas fini, parce que là-bas on a Algénib. Algénib qui est conjointe à la Lune. Et alors là, Algénib, c'est pareil. Algénib, c'est une étoile qui représente l'aile droite, si mes souvenirs sont bons, droite ou gauche, de Pégase. Pégase, c'est un cheval ailé. Mais comment il est né, Pégase? De quoi est-il né, Pégase? Eh bien, Pégase est né du sang qui s'est écoulé de la tête tranchée de la gorgone Méduse. Donc Pégase est témoin d'une abomination. Algénib, oui, enfin Pégase, Algénib qui le représente, est témoin d'une abomination. Ça, c'est le natal. Alors, si on a le temps encore, je vais vite enchaîner sur l'ARS. Ça, parfait. Alors, l'ARS, là, parce que voilà, ce qu'on a vu, c'est dans le natal. On ne peut pas dire quand. C'est une destinée qui plane sur Strauss-Kahn. C'est une destinée d'élévation, c'est aussi une destinée de chute brutale. Mais on ne peut pas dire quand exactement. Je veux dire, juste avec les étoiles, oui, on pourrait faire des directions étoiles, mais bon, ça devient un petit peu quand même compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dressé la révolution solaire. Et alors là, il y a quelque chose de fantastique. Moi, je les dresse pour le lieu de naissance. Je suis fidèle au principe de l'astrologie des anciens. Je les dresse pour le lieu de naissance. Et là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'on constate? Que les angles de l'ARS se superposent absolument, mais au degré. Il y a un Djerba aussi. Ah, oui. Djerba, c'est c'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme ces étoiles sont calculées dans la sphère locale et que les angles relèvent de la sphère locale, ça veut dire que toutes les étoiles qui étaient conjointes aux angles du natal se retrouvent complètement activées et d'actualité pour cette année 2011 dans le thème de Dominique Strauss-Kahn. Mais également Algol, parce que le Soleil, évidemment, c'est une révolution solaire. Le Soleil, il retrouve, étant donné que les angles se superposent, le Soleil, il occupe la même place dans la donification qu'il occupait dans le natal. Ce qui fait que le Soleil, il retrouve Algol. Et là, on est en pleine actualisation du destin stellaire que devait un jour ou l'autre incarner M. Dominique Strauss-Kahn. Et alors on retrouve également une autre étoile, cette fois-ci toujours l'étoile Algénib, l'abomination, l'horreur, vous savez, Pégase, qui est témoin du meurtre de la décapitation de la tête tranchée de la Méduse Gorgone. Algénib, que l'on avait tout à l'heure dans le natal, conjointe à la Lune, cette fois-ci on la retrouve conjointe à quoi? À Vénus. Et Rassalag, alors Rassalag, je vous en ai parlé tout à l'heure également. Elle était dans le natal, elle se retrouve bien entendu à nouveau dans l'ARS, compte tenu de la domification qui resuperpose les axes. Rassalag, elle n'a pas bonne réputation, c'est Saturne-Vénus. Elle peut effectivement indiquer certaines perversions, certaines problématiques dans le domaine affectif, voire dans le domaine sexuel, mais elle a cette autre particularité qu'elle est dite étoile salvatrice. Et elle est sur la 7. Et elle est sur la 7. Et voilà, elle est sur la 7. Alors la 7, c'est quand même particulièrement intéressant parce que c'est quand même tout ce qui va intéresser là dans ces prochains mois Dominique Strauss-Kahn, à savoir le procès qui va probablement avoir lieu, à moins qu'il y ait un arrangement d'ici là qui ne soit conclu. En tout cas, il y aura un procès. Et en tout cas, il y a des avocats qui ont sacrément une lourde tâche à accomplir pour sauver Dominique Strauss-Kahn, s'il doit être sauvé. Ça, c'est très allégorique. D'un emprisonnement quand même qui serait pas du meilleur effet, qui serait assez sombre pour solution. Voilà, donc je ne sais pas si on a encore le temps d'illustrer brièvement. Divda, c'est pareil, c'est une étoile. Ah oui, Divda, c'est pas une très très bonne étoile non plus, elle est très malheureuse aussi, cette étoile-là. Je voulais vous montrer à nouveau un thème, là, très brièvement. Bill Clinton. Bon, Bill Clinton, il s'est illustré également avec ce qu'il a fait, un scandale sexuel. Bon, Spica, d'abord, qui signe également, c'est une étoile lucide, hein, comme on l'a vu tout à l'heure dans le groupe des étoiles classées par l'anonyme.
Spica, c'est une étoile lucide, et c'est une étoile très très heureuse, une très belle influence. Donc elle apporte beaucoup de bien, elle apporte une certaine renommée, une belle élévation. Par contre, là, sur la Lune, qu'est-ce qu'on a? On a Botane. Botane, c'est Delta Arietis. C'est justement l'une des petites étoiles qui se trouve sur le museau des béliers. Et c'est une petite étoile qui illustre eh bien, les débordements de nature physique et affective. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Alors, vous avez toujours cette boîte questions qui va passer, donc je vous invite à y mettre toutes vos questions, surtout n'hésitez pas. Vous avez environ une dizaine de minutes pour boire un petit café. Les couchers iliaques, il vous donne les conjonctions des planètes aux angles en domitude, la position des étoiles fixes en domitude et la conjonction des étoiles fixes en domitude aux planètes. Hein, donc ça vous épargne beaucoup d'heures de calcul. Alors je vais déposer le dépliant là-bas, sur la table de Josette. Pardon ? Il fonctionne sur Windows 7. Voilà. Je le dépose là-bas et puis... vous avez position astronomique aussi, donc en domitude et en longitude. Donc si vous avez des questions, vous verrez qu'il y a un site internet que vous pouvez contacter et vous pouvez contacter André directement.